Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que d'être avec soi-même? Réveille-toi, réveille-toi. Hey, yeah. It's time to wake up. Réveille-toi, hey. Réveille-toi. Wake up, wake up, wake up. Bienvenue dans Wake Up Conversations, une interview intimiste, humaniste, où l'on aborde les grands mystères de la vie. Qui sommes-nous? Quel est le sens de notre existence? Que se passe-t-il après la mort? Avons-nous tous un destin? Je suis Anaïs Raoux, directrice de l'école de développement personnel Wake Up, et on va parler ici des sujets qui nous tiennent à cœur au sein de l'école. Des sujets qui aident à grandir, des sujets qui dérangent, des sujets qui éveillent les consciences et redonnent le pouvoir à ceux qui osent y croire. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. Avant de démarrer cet épisode, un petit rappel. Pensez à me laisser un mot doux et une note sur Apple Podcast. Cela prend vraiment quelques secondes et c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Dans ce nouvel épisode, je reçois Perla Servan-Schreiber. Perla a 76 ans et après une longue carrière dans la presse féminine, après avoir cofondé Psychologie Magazine, elle se consacre désormais à l'écriture de livres et à la cuisine. Eh bien honnêtement, comme ses recettes, j'ai trouvé cet épisode tout simplement gourmand. Perla parle avec sincérité, spontanéité et humour. Elle nous dit que le secret de tout, c'est de faire confiance à la vie. Mon conseil, c'est d'écouter cet épisode en faisant quelque chose qui vous met en joie. Un chocolat chaud, une recette de cuisine en famille ou tout simplement une balade en forêt. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cet épisode avec Perla Servan-Schreiber. Perla, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonjour. Bonjour. Comme je vous le disais tout à l'heure en arrivant, moi j'ai découvert votre discours, vos paroles grâce à la Minute Perla sur Internet. Et je suis vraiment très heureuse de partager ce moment ensemble. Et en particulier parce que vous dites que vous êtes un peu la grand-mère de jeunes filles comme moi sur Internet. Et je trouve ça très poétique. Donc si ça vous va, on démarre comme ça. Très bien. Ben écoutez, ça peut pas être mieux. Vous pouvez pas me faire plus joli cadeau. J'ai l'habitude de dire que autant je ne regrette absolument pas ma jeunesse. D'abord parce que j'ai pas eu une jeunesse qui mériterait qu'on s'en souvienne, j'ai envie de dire. Mais par contre, plus j'avance en âge, plus je vieillis et plus je suis amoureuse de la jeunesse des autres. Et il m'apparaît que c'est à votre âge, c'est pourquoi j'essaye de me frotter autant que possible à des personnes de votre génération, mais au plan du comportement, c'est-à-dire celui qui permet d'éviter les souffrances inutiles. Il y a des souffrances qui sont incontournables, mais il y a des souffrances inutiles qui tiennent justement à l'incompréhension de l'autre, de l'humain, et à des espèces d'erreurs d'évaluation. On n'entend pas exactement ce que l'autre dit et on s'emballe et on réagit. Et il me semble que c'est à votre âge, et en tout cas le plus tôt possible, qu'il importe de muscler son mental pour pouvoir vieillir le mieux possible. Vieillir devient une véritable aventure. Aujourd'hui, vous le savez, avec cette longévité qui n'en finit plus de s'allonger. Enfin non, il y a un palier cette année. Enfin quand même, on a quand même gagné 20 ans en 30 ans, ce qui n'est quand même pas rien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est dans cette phase entre 65 et 85 ans, ces 20 années-là, qu'on n'arrive pas à nommer. Alors quand on dit senior, j'ai les cheveux qui se dressent au-dessus de la tête. J'ai jamais entendu un homme me dire je suis amoureuse d'une senior, ni une femme me dire je suis amoureuse d'un senior. Donc ce mot n'existe pas pour moi. Et j'aime le mot vieux, j'aime le mot vieille. Je trouve que c'est noble, que c'est formidable. Mais pour passer ces 20 années que la science nous a données,
nous a donné le mieux possible. Si on a la chance, bien sûr, de ne pas être handicapé ou d'avoir une maladie grave, eh bien, il importe de sourire à la vie et d'apprendre à sourire à la vie, quelle qu'elle soit, le plus tôt possible. Parce que ça n'est pas en se réveillant à 65 ans ou à 60 ans ou peu importe, ou même à 50 ans qu'on y parvient. Justement, vous avez 75 ans aujourd'hui. J'ai 76 la semaine prochaine. Ok. Oui, absolument. Et comment est-ce qu'on se sent à 76 ans? Écoutez, moi, je me suis jamais sentie aussi bien. Probablement parce que je vis comme j'aime vivre, avec l'homme de ma vie, en choisissant véritablement toutes mes activités, en me laissant porter comme ça à des rencontres comme celle d'aujourd'hui, où j'ignorais complètement où je venais, totalement, j'ignorais. J'aurais pu évidemment aller sur Internet et tout voir, mais j'avais envie d'être surprise. Voilà, j'avais envie d'être surprise. Et puis, je trouve toujours formidable quand il y a des jeunes entrepreneurs comme vous qui font appel effectivement à des gens plus âgés, plus mûrs comme nous, parce que c'est vrai que ce que nous pouvons transmettre, et nous sommes nombreux aujourd'hui, aucun livre ne peut le transmettre. Aucun livre, pas même ceux que nous écrivons. Mais il me semble qu'il y a des choses à prendre, même si la vie change énormément, le monde change énormément, et vous devez vous y adapter jour après jour. Mais il y a des constantes humaines qui, elles, ne bougent pas. Et ce sont ces constantes humaines que ceux qui ont la chance d'avoir une grand-mère, des grands-mères, et parfois même des arrière-grand-mères aujourd'hui, peuvent, en les écoutant, en les observant vivre, peuvent apprendre comme ça et les ressortir. Il me semble que ce sont de véritables joyaux, parce que ça nous permet à nous, cette première génération qui avons été surpris par la longévité. J'entends par là que quand j'avais 20 ans ou 25 ans, on ne m'a jamais dit qu'à 75 ans, je serais comme je suis. C'est-à-dire en activité, en désir, en projet, en rapport avec les jeunes. Vous voyez ? Alors, évidemment, la vie ne s'est pas gênée de me faire des croche-pieds, en maladie, en tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais tant que ça n'empêche pas de vivre, c'est pas un problème. Du tout, oui. Du tout. Vous êtes né au Maroc et oui. Vous y avez vécu 22 ans. Oui. C'était quoi votre Maroc ? Le Maroc, c'était d'abord c'est un pays de lumière, c'est un pays de parfums, de saveurs. C'est un pays qui est extrêmement, comment dirais-je, physique. Vous voyez ? Voilà, on le sent, on le touche, on le respire, on le regarde. C'est vraiment un pays, et comme tous les pays de soleil, qui sont comme ça, où on se sent pris complètement par un pays, par une culture. Donc ça, c'était le Maroc. Mais ma vie à moi, au Maroc, n'a pas été toujours très agréable, parce que j'étais dans une famille juive, observante, et qui vivait en communauté. Et c'est quelque chose qui a été très difficile de vivre dans un pays arabe où les musulmans sont évidemment majoritaires, où nous avions les meilleures relations du monde avec eux, mais où nous avons quand même été élevés dans des communautés comme ça très différentes. Et déjà très jeune, je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi enfermé. Même s'il y avait des liens, nous recevions évidemment beaucoup de gens, de Marocains, musulmans, et qui avaient la gentillesse de vouloir nous recevoir. Enfin, je veux dire, tout ça était très courtois, et qui plus est, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes, puisque c'est la géographie, beaucoup plus que l'histoire, qui explique les tempéraments humains. Et cette espèce
dichotomie comme ça, vous voyez, de découpage, est quelque chose qui m'a toujours pesé, beaucoup pesé. Et là-dessus, on devient adolescent. Dans ma famille, c'était des restrictions de tout, pas du tout ouvert au fait que je puisse sortir, rentrer, ça certainement pas. Donc j'ai dû très vite, mais ça a été ma chance, prendre conscience qu'il fallait que je m'en aille le plus vite possible de chez moi si je voulais devenir une femme libre. Car ça a été mon obsession, mais toute petite. J'avais déjà comme conscience que on me demandait toujours qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier, et je répondais je voudrais être libre. Donc c'était vraiment quelque chose qui a été une détermination très vite, et effectivement j'ai saisi une occasion qui a été un peu douloureuse pour la famille, mais j'ai saisi cette occasion pour quitter le domicile familial à l'âge de 14 ans, où j'ai été magnifiquement hébergée par des grands-parents, bien sûr, à cet âge-là. Et puis ensuite, j'ai vécu seule parce que j'ai eu la chance de faire des études et d'être également hébergée par un frère à moi. Ça, c'est quand même une chose formidable. Oui. La famille, ça Ce que vous dites, c'est que votre famille vous a poussé vers ces études littéraires. Oui. C'est quelque chose... Oui, bien sûr. Ma famille m'a encouragée à faire des études. C'est moi qui ai mis un temps fou à savoir vers quoi j'avais envie d'aller. Voilà, alors on me disait, mais pourquoi tu ne serais pas pharmacienne ? Hop, me voilà partie en pharmacie, faire des stages, c'était juste horrible. Enfin, j'étais faite pour être pharmacienne comme avant. Bon, enfin bref, j'ai passé 3 mois d'été quand même dans une pharmacie, et pour comprendre que ça n'était pas du tout fait pour moi. Et puis ensuite faire des études littéraires, et ensuite... changer encore parce que je ne m'y trouvais pas tout à fait à mon aise. J'ai eu l'occasion de remplacer un professeur dans un lycée où j'étais pionne à l'époque, et j'ai remplacé un professeur, j'avais 17 ans, j'ai remplacé un professeur de lettres qui était souffrante, et j'ai eu une classe de jeunes ados mais qui avaient 12-13 ans, vous voyez. C'était quand même pas une grande différence d'âge avec moi. Hein. Et ça a été terrible. Des ados terribles. Ouh, j'ai dit non. L'enseignement dans un lycée, je ne ferai pas. Donc j'ai eu envie de changer. Et puis, par des hasards, j'ai fait du droit. Et puis après, par des hasards, j'ai travaillé dans la presse, qui n'avait rien à voir avec ma formation en sciences politiques et en droit public. Voilà. Le fil rouge de tout ça, donc vous l'avez dit, c'est cette liberté. Ah oui. Et ce qui est amusant, c'est que on peut dire que le blanc aussi, c'est un peu la couleur de la liberté. Je crois que vous en portez beaucoup. Je ne porte que ça, et je suis incapable de dire pourquoi. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une couleur que ma peau a choisie, ou non-couleur, je ne sais pas comment il faut appeler ça, parce que je me sens au mieux de mon énergie dans des vêtements blancs. Et ce, depuis, je ne sais pas, plus d'une 30aine d'années. Et je me suis dit, mais voilà, pourquoi contrarier ça ? Après tout, pourquoi contrarier ça ? Donc, mais je n'ai pas du tout décidé un jour que j'allais m'habiller en blanc. Surtout comme j'ai travaillé dans des magazines de mode, dans la mode, tout le monde était quasiment en deuil, on était en noir de la tête aux pieds, puis les grands jours, on était en bleu marine ou en gris anthracite, vous voyez, c'était follement joyeux. Et j'adorais ça, et je ne sais plus, un jour, ma peau a refusé de porter du noir. Et voilà. Et peut-être, après, on peut interpréter comme on veut, le blanc, c'est la lumière, c'est Dieu seul, c'est quoi, je ne sais pas. Mais moi, je sais que j'adore les couleurs. Mais j'aime énormément. Voilà, quand mes amis sont habillés avec du rouge, j'aime énormément la couleur. En art, d'ailleurs, j'aime énormément la couleur. Mais même si Soulages reste un de mes peintres préférés. Mais il y a quelque chose dans cette espèce d'uniforme qui me convient assez. Parce que ça simplifie incroyablement la vie. On ne se rend pas compte à quel point ça simplifie la vie de n'avoir qu'une couleur. Oui, voilà, c'est d'une grande simplicité.
Et je trouve qu'on ne se simplifie jamais assez la vie. Et vous le dites ça d'ailleurs dans vos livres, la vie est plus simple qu'on ne le croit. Oui. Je crois que vivre, c'est difficile, mais il y a dans la vie quelque chose qui est très simple comme équation à comprendre. Au fond, on est là pour quoi faire ? On est là pour, à mon humble avis, pour essayer de vivre le mieux possible. Après, on y met des graines différentes selon vous, moi ou la personne qui nous accompagne ici. Mais nous, tous, on veut un but, c'est avoir une jolie vie. Voilà. Et moi, j'ai compris très vite qu'il y avait quelque chose pour moi, qui est valable pour moi, bien sûr, qui était la liberté et la joie. Alors vous me direz, la liberté, ça s'acquiert. Je me suis battue, j'y suis parvenue. Ceci dit, c'est pas facile d'être libre. Enfin, après, de gérer cette liberté. Libre de quoi, dans votre cas ? Libre, pour moi, de choisir la vie qui me convenait. Et je l'ai choisie. J'avais besoin d'être autonome financièrement. J'ai pu l'être très tôt, même si c'était très modestement, mais j'ai pu l'être très tôt. Donc déjà, ça a été formidable pour moi. Et de choisir mon métier et d'en changer s'il ne me convenait pas. Voilà. Donc ça, c'était formidable. Mais surtout, et bien sûr, de choisir mes amis, l'homme que j'aime, l'homme avec qui j'ai envie éventuellement un jour de faire ma vie. Ça, c'est quand j'étais jeune. De construire ma vie. Et je n'ai jamais été... Il y a une chose que je savais aussi très tôt, c'est que je voulais être libre. Et dans cette liberté, il y avait le fait de ne pas faire d'enfant. On y ça, reviendra, c'est quelque chose qui a été aussi très tôt comme intuition. Vous voyez, que j'ai eu très tôt comme intuition. Mais ça n'est pas du tout un conseil que je donne à qui que ce soit, évidemment. Mais pour moi, c'était ça le chemin qui me paraissait le plus ouvert pour m'offrir cette liberté et cette autonomie. Et en deuxième, vous avez dit la joie. Comment est-ce qu'on la cultive, la joie ? Alors la joie, évidemment que les gènes comptent énormément. Je ne suis pas née dans une famille où la sinistrose régnait. J'ai des gènes incontestablement d'humour, de rire, de légèreté et de joie. Et la gourmandise va avec. C'est pourquoi j'ai aussi passé ma vie à faire la cuisine et maintenant à faire des livres de cuisine. Mais il y a les gènes, mais ils ne suffisent pas. Il faut les nourrir, il faut les cultiver, parce que tout ça, c'est vivant, c'est du vivant. Si vous n'arrosez pas une plante, elle meurt. Alors, il y a des plantes qu'il ne faut jamais arroser, mais ça, c'est OK, très bien. Donc, ça, c'est aussi une règle. Mais en tout cas, il y a une règle pour que ça puisse se développer. Et la joie, il me paraît important, je dis il faut rien du tout, chacun fait comme il peut, mais il y a dans la joie, d'abord, le fait de se frotter à des gens joyeux. Je crois beaucoup à la contagion de la joie. Plus vous côtoyez des gens qui sont joyeux, qui savent mettre de la légèreté dans la vie qui peut ne pas l'être toujours, et plus vous apprenez vous-même cette légèreté. Et il y a là ensuite un tel bénéfice que vous l'adoptez. Parce que je crois profondément que l'être humain est assez simple. C'est ça qui est simple dans la vie, quand je dis que c'est moins compliqué qu'on le croit. C'est que quand on a compris ce qui vous faisait du bien, on s'y installe. On n'est pas cinglé quand même. Ou alors c'est de la pathologie. À ce moment-là, ça devient évidemment l'affaire de la médecine et de la faculté. Mais sinon, vous avez pigé qu'un truc, vous allez bien,
vous y retournez et vous le faites. Une des clés que vous donnez, c'est aussi de transformer la routine en rituel. Alors, c'est quoi la différence et comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on y met de la conscience et de la présence. Je crois que chacun des gestes, et là, je vais parler de la cuisine qui peut être effectivement de faire à manger quand on rentre le soir, qu'on est crevé, que la plupart des femmes qui travaillent ont des enfants, qu'il y en a un qui vous tire par le pantalon, la chemise, la jupe, et que voilà. Et on ne s'appartient pas à aucun moment. Mais il y a un moment qui vous permet de vous recentrer si vous décidez de le vivre ainsi. C'est le moment, moi personnellement, qui ai eu une vie quand même assez agitée dans la presse et d'avoir des entreprises, des équipes, même si ça n'a jamais été des énormes entreprises, mais enfin quand même, on était quand même pas plus de 100 personnes à psychologie. Ensuite, on a été moins pour le magazine Clé, mais il y a là quand même une disponibilité que l'on doit avoir pour les équipes qui fait que vous n'avez plus d'espace pour vous. Et le soir, cet espace-là, il importe que je l'ai aussi pour mon mari, parce que ça m'est précieux que d'installer cette intimité à nouveau le soir, même si on travaille ensemble, justement que l'on change de registre tous les deux. Eh bien, le passage de l'un à l'autre, pour moi, c'est ma cuisine. Le fait d'enfiler ce tablier blanc que j'aime, c'est mon vêtement préféré, c'est mes tabliers en lin blanc que je porte quand je rentre dans une cuisine. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que précisément, il me semble que quand on rentre dans une activité que l'on a choisie, sportive ou autre, il ne viendrait pas à l'idée d'un judoka de rentrer dans son club et de se présenter sur son tapis sans avoir sa tenue. C'est pas possible. Je crois que le vêtement a cette fonction. C'est qu'il vous prépare, il vous met en condition, voyez, pour cette activité, mais en concentration et en présence. Et après, ce sont des gestes très simples qui peuvent durer 10 minutes ou qui peuvent durer 2 heures, voilà, dans certains cas et dans certains plats, si je reviens à la cuisine. Mais il y a là le fait, vous n'êtes concentré que sur les tomates ou les carottes ou peu importe, ou le riz que vous êtes en train de préparer pour qu'il soit le meilleur possible. Parce que vous allez le partager avec quelqu'un que vous aimez ou avec plusieurs personnes que vous aimez. Ça, c'est très important. Vous savez que dans les temples zen, le personnage le plus important après le moine, c'est le cuisinier. Parce que c'est avec ce qu'il va mettre dans sa nourriture, c'est pas tellement la nourriture elle-même, ce qu'il va mettre dans sa nourriture, qu'il va arriver à créer de l'harmonie entre toutes ces personnes qui sont là pour étudier, pour travailler, pour animer, pour etc. Ce qu'il va mettre comme énergie, comme amour. Oui. De l'énergie, de l'amour, de l'harmonie, de la paix, de la joie. Moi, dans ma cuisine, je mets de la joie. Ça, c'est sûr. Génial. Et vous cuisinez, vous le dites, pour recréer cette intimité avec votre mari, qui est Jean-Louis. Oui, Jean-Louis. Justement, c'est l'amour de votre vie. Vous en parlez beaucoup dans vos livres. Beaucoup. Vous l'avez rencontré à 43 ans. Oui. Racontez-nous. Ah oui, ça remonte le moral de celles qui ont 30 ans et qui ne l'ont pas encore rencontré. Et j'en connais beaucoup autour de moi. Et oui, je l'ai rencontré. Ah ben ça, c'est l'illustration même de la serendipity. C'est qu'on trouve ce qu'on ne cherche pas.
Je ne cherchais personne à l'époque. D'ailleurs, j'avais un homme dans ma vie. Certes, c'était un petit peu la fin d'une relation, mais... Et je voulais lancer un magazine avec 2 autres personnes, puisque j'étais à Marie-Claire depuis déjà une quinzaine d'années. Et puis, voilà, à force d'être dans un magazine, on a envie de fabriquer le sien. Mais enfin, pour fabriquer le sien, il faut des sous. Évidemment, je n'avais pas le premier sou et aucun de nous 3 n'avait le premier sou. Donc, je suis allée voir un certain nombre de groupes de presse qui ont été tous intéressés, etc. Mais qui, bon, enfin, les choses n'avançaient pas vraiment. Hein. Et puis, un jour, Fabienne Servan-Schreiber, que j'avais rencontrée parce qu'elle était venue me chercher à mon bureau à Marie-Claire pour que je l'aide à faire une série sur la mode pour Canal+. Car elle me dit, on me demande une série sur la mode, je ne connais rien à la mode. Je dis, mais qui vous a donné mon nom? Et c'est comme pour vous. Pourquoi moi, vous êtes venu me chercher? Eh bien, elle me dit, parce que j'ai 3 personnes en qui j'ai une confiance absolue, dont Agnès B, qui m'a dit, si tu veux faire ton truc, va voir Perla Danan. Moi, je m'appelais Perla Danan à l'époque. Bon. Enfin bref, cette femme était tellement irrésistible, mais de lumière, de beauté, j'ai dit oui. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'avais pas fait là? Enfin, en tout cas, on les a faites, on a fait cette série. Une amitié, mais vraiment extraordinaire, est née justement avec Fabienne, qui est toujours une sorte de sœur pour moi. Et c'est elle qui m'a dit, mais écoute, qu'est-ce que tu restes faire à Marie-Claire? Regarde, tu viens faire de la télévision avec moi. Elle a une agence de production, une entreprise de production de documentaires. Et je lui ai dit, surtout pas la télévision, l'expérience que je viens de faire, alors ça, les gens qui n'ont aucune idée ni de l'heure, ni de la parole, ni de rien du tout, c'est pas mon univers du tout. Donc ça, on oublie. Mais elle me dit, mais tu as un projet de magazine, pourquoi tu n'irais pas voir mon cousin? Bon, je dis, c'est qui ton cousin? Elle me dit, c'est Jean-Louis Servan-Schreiber. Mais je dis, mais attends, mais il fait un magazine qui s'appelle L'Expansion. Alors, tu vois, mon truc à moi qui s'appelle Chic, qui est hyper snob et qui vraiment fait le tour du monde de la mode et du spectacle. Non, 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 c'est pas du tout le genre. Elle me dit, il va te donner des conseils. Et là, je me suis dit, c'est vrai, j'ai drôlement besoin de conseils pour lancer un magazine. Et je suis allée le voir. Voilà. Alors, je réponds à votre prochaine question. Non, ça n'a pas été le coup de foudre. Lui, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'il avance. Moi, pas du tout. J'étais que dans mon projet. J'étais focalisée là-dessus. Et puis, la vie, c'est comme ça. On s'est revus toujours pour ce projet qu'il trouvait intéressant. Et puis, on s'est revus encore une 3e fois, et puis c'était fini. Voilà. Donc, c'était fini, c'est-à-dire? Ça y est, j'étais emballée. Amoureuse. C'est fini, voilà. Alors, mais comment est-ce qu'il vous a conquis? Entre le moment où, dans le bureau, finalement, c'est pas l'amour fou? Non, pas du tout. Et au bout de 3 rendez-vous? Oui, au bout de 3 rendez-vous, parce que il y a chez cet être quelque chose qui... Comment dirais-je? C'est comme si je l'avais reconnu. C'est comme si je l'avais connu dans une autre vie. Hein? Voilà. Tellement il m'était familier et en même temps, il avait une trajectoire, une enfance, une culture, mais radicalement différente de la mienne. Il est né dans un milieu bourgeois avec un père journaliste et il est tombé dans la presse, lui, parce qu'il l'a eu au biberon. Enfin, vous voyez... Voilà, et puis c'est une famille où ils se sont tous distingués, en tout cas dans l'univers de la presse ou des livres. Ses sœurs, lui, son frère, enfin bon, tout ça. Nous, on était des gens dans notre communauté au Maroc extrêmement connus et respectés, mais c'est un tout autre univers, vous voyez, c'est un tout autre... Mais nous partagions les mêmes valeurs. Et puis, j'ai trouvé cet homme tellement exquis, et puis il y a un truc qui m'a complètement bouleversée, c'est son sourire.
Et alors c'est bizarre parce que lui, il a dit la même chose le premier jour. Il m'a dit, mais c'est fou, vous avez le sourire de Françoise Giroud. Et Françoise Giroud, ça a été quand même la patronne de l'Express et ça a été le grand amour de son frère, Jean-Jacques, car c'est ensemble, tous les trois, qu'ils ont créé l'Express. Voilà. Donc, et puis après, on ne sait pas pourquoi on choisit quelqu'un. Hein, c'est drôle. Hein. Moi, je ne saurais pas dire pourquoi j'aime cet homme 33 ans après. Je ne sais pas dire. Il y a trop de choses qui viennent à mon esprit. C'est juste une espèce d'alchimie qui fait qu'on se réjouit chaque matin de se réveiller l'un près de l'autre, qu'on est heureux de se retrouver le soir, que maintenant qu'on travaille tous les deux à la maison, on est aussi très content de se voir très souvent dans la journée. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et alors, 33 ans que ça dure. Oui. Quel secret vous pouvez nous partager pour la longévité d'un couple? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour ce qu'il est, l'autre. Vous voyez ? Ne pas essayer de le transformer pour ressembler à un espèce de modèle que vous vous seriez construit dans votre tête. Vous voyez ? C'est celui-là, tel qu'il est, avec ses vertus, avec ses défauts, avec ses tics, avec ses manies. C'est celui-là que vous aimez tel qu'il est. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'au cours des années, on ne se modèle pas un petit peu l'un et l'autre, hein, mais ça n'est pas quelque chose qui est volontaire. Hein, ça n'est pas quelque chose qui est volontaire et on continue à être très différents. Ma conviction, c'est qu'on ne peut bien s'entendre qu'avec quelqu'un qui est différent de vous. Je crois profondément que plus la différence est là et plus la curiosité est sans cesse renouvelée, parce que c'est quand même quelqu'un qui continue à m'étonner chaque jour. Chaque jour, qui continue à m'étonner chaque jour. Et puis il y a un secret qui est le secret de tout, qui est de rire ensemble. Enfin, ça, enfin, pour moi, c'est... Voilà, il y a l'amour et le rire, quoi. Voilà, ça c'est important. Absolument. Et vous le dites très bien, il y a quelque chose, je trouve, dans le couple qui fait que oui, on reste indépendant. Et vous, ça a été, on n'est pas l'autre. Et je crois que vous l'avez écrit dans un titre de vos chapitres, mais 1 + 1 = 3. Vraiment, on forme un couple ensemble, mais on reste une unité. Chacun dans sa personnalité, qui est d'ailleurs cette personnalité que l'autre apprécie. Hein ? Je veux dire, c'est pour ça qu'on s'est choisi, si je puis dire. Voilà, et moi aussi. Et puis un jour... Vous voyez les petits tics qui vous agacent chez quelqu'un, vous voyez des tics de langage ou de comportement ou de Dieu seul sait quoi, vous voyez, ben ça finit par vous faire rire. Et le jour où vous riez de ça, c'est fini, vous pouvez rester pour la vie vraiment avec quelqu'un. Il y a le fait qu'on ait travaillé ensemble, je crois, a été aussi pour nous très important dans ce ciment formidable de cette jolie histoire. Et nous avions d'ailleurs aussi, tout en ayant la responsabilité chacun, vous voyez, d'un territoire au sein du journal, nous prenions évidemment toutes les décisions, parce que moi, c'est pas seulement mon mari avec qui j'ai travaillé, c'est mon partenaire. Nous sommes associés. Nous avons toujours été associés financièrement. Donc, l'intérêt pour chacun d'entre nous, que l'entreprise marche le mieux possible, était tout aussi fort, en tout cas chez l'un ou chez l'autre. Oui, vous étiez alignés. Oui, on était tout à fait alignés. Et puis lui, il avait d'abord une vraie grande différence, c'est que lui, il a été marié, c'est le 2e couple avec moi qu'il forme, et qu'il a vécu 25 ans magnifiquement avec une femme, et qu'il a eu 4 enfants.
Et moi, j'ai débarqué sans enfant dans cette famille avec 4 enfants. Justement, c'est quelque chose que j'ai envie d'aborder ensemble parce que c'est une conviction forte que vous avez depuis longtemps de dire, voilà, j'ai toujours voulu être une femme indépendante sans enfant. Encore plus aujourd'hui, je trouve qu'on ressent la pression des autres, on se sent un peu observé, jugé. Je pense que les réseaux sociaux y sont pour beaucoup aussi. Comment est-ce que vous vous êtes affranchie du regard de l'autre? Comment ça s'est passé pour vous? Je dois reconnaître que le dernier grand tabou, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'en gros, la société n'accepte pas, toujours pas, une femme qui a choisi de ne pas avoir d'enfant. C'est toujours, il y a un soupçon. On se dit, il y a quelque chose d'un peu monstrueux quand même chez cette personne. Et quand c'est une femme, bien sûr, encore plus, que quand c'est un homme. Mais quand c'est une femme, il y a vraiment quelque chose qui pèse très lourd encore aujourd'hui. Et personnellement, ça m'a toujours intéressée d'observer ces réactions, mais qui ne m'atteignaient absolument pas. J'ai eu de la chance de ne pas regretter cette décision, parce qu'il y a quand même une horloge biologique qui est là, et si, je ne sais pas, à l'âge de 45 ans, tout d'un coup j'avais regretté, ça aurait pu être quelque chose de désagréable, et qui aurait pesé dans ma vie, sur ma vie d'ailleurs. Mais pas du tout. Je ne l'ai jamais regretté, et j'adore mes 8 petits-enfants. Je suis totalement maternelle. Ça n'a rien à voir avec le fait que je n'ai pas eu d'enfants à moi. Puis d'ailleurs, je considère que ce n'est pas nécessaire de les avoir à soi. S'ils sont là, autour, ça suffit. Si on en profite un peu, c'est formidable. Et c'est probablement aussi parce que je me suis occupée d'enfants alors que j'étais moi-même encore une enfant. Voilà. Mon petit frère, celui qui est à la retraite aujourd'hui, mais il a 7 ans de moins que moi et je l'adore. Voilà, je me suis aussi occupée de jeunes cousins, non pas occupée parce que leurs parents ne s'en occupaient pas, mais vous savez, le genre d'enfant qu'on vous fourgue sans arrêt parce que quand vous sortez, on vous colle 2 enfants pour vous accompagner, un truc en poussette, enfin vous voyez, et j'ai vraiment, pour moi, c'était un frein à ma liberté. Mais surtout, je me suis dit que jamais comme ma mère, puisque ma mère c'était très ambivalent, mais assez malheureuse en couple. Enfin, il faut dire qu'on l'a mariée à l'âge de 14 ans. Alors, évidemment, on peut comprendre ce que ça signifiait. Mais elle a eu donc 6 enfants. Je suis le numéro 5. Et elle considère n'avoir rien choisi. C'est vrai, elle n'a pas choisi ni son mari, ni le fait d'avoir des enfants, ni le moment auquel elle les a eus, ni rien du tout. Et elle disait souvent, quand elle pleurait, quand elle était malheureuse, elle disait souvent « Mais si vous n'étiez pas là, je serais partie ». Et elle nous adorait, ça n'avait rien à voir. Mais je comprenais très bien ce qu'elle disait. Mais évidemment, elle n'était pas autonome financièrement, elle ne travaillait pas, elle nous élevait. Et puis, j'ai eu la chance de vivre dans une famille très modeste. C'est ma mère qui faisait absolument tout. Donc, elle ne pouvait pas partir. Et je me suis dit, moi, j'aurai les 2 choses qui me permettront de partir. L'autonomie financière et pas d'enfant. Et justement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes ces femmes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir d'enfants? Alors, celles qui ne peuvent pas et qui en ont envie, ça doit être une frustration épouvantable. J'en connais. Et aujourd'hui, s'ajoute à ça le fait qu'elles n'ont pas fait encore la rencontre avec l'homme avec lequel elles aimeraient avoir des enfants. Et puis, comme le travail, l'envie de réussir, en tout cas plus communément une carrière, eh bien elle se construit précisément au même âge que celui auquel on construit un couple. Si on n'a pas eu la chance dans ce même temps de faire cette rencontre dont on se dit c'est celle-là, je m'arrête là, je construis, j'y vais, et même si on n'a pas des enfants tout de suite, au moins on a la chance d'avoir
l'homme de sa vie avec qui on aurait envie éventuellement d'avoir des enfants. Mais aujourd'hui, elles se réveillent, elles sont seules, elles ont 43, 44, 45 ans, même 36. Et à ce moment-là, la PMA et tous ces circuits extrêmement douloureux, c'est formidable que ça existe, hein. C'est formidable et je suis totalement pour. Mais c'est quand même un parcours du combattant absolument effrayant. Mais les femmes qui veulent avoir des enfants et qui ne peuvent pas, d'abord, la science a fait beaucoup de progrès, hein, avec la petite Amandine et le premier bébé éprouvette. Donc la science a fait des progrès. Mais il y en a qui, malgré ça, bien sûr, malheureusement, ne peuvent pas en avoir. Mais je ne saurais pas parler à ceux qui en ont eu vraiment envie. Mais celles qui n'ont pas envie et qui se sentent culpabilisées, à celles-là, j'aurais vraiment envie de dire « Laissez vos ailes se déployer à votre manière. L'important est que vous preniez votre envol, où qu'il soit, quelles que soient les circonstances. Mais le plus important, c'est que vous construisiez votre propre colonne vertébrale, que vous puissiez déployer vos ailes et que vous puissiez aller dans la direction qui est la vôtre, celle qui va vous permettre de devenir vous-même. L'avantage que je trouve avec cette vieillesse, que je me découvre, bizarrement, c'est que j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui d'être libre. Mais c'est long, c'est très long. J'espère que votre génération, vous vous sentirez profondément libre, hein, je dis bien profondément libre, beaucoup plus tôt que nous qui avons mis autant de... Et je connais des gens qui ne le sont jamais. Je connais des personnes, des hommes ou des femmes qui ne le sont jamais. Et justement, dans ce sujet de déployer ses ailes, être soi-même, qu'est-ce que pour vous la confiance en soi ? Mais la confiance en soi est évidemment quelque chose de déterminant. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est plus important que la confiance en soi, c'est la confiance dans la vie. Faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie et se rendre disponible, encore une fois, pour ce qu'elle voudra bien vous faire passer sous le nez. Vous voyez ? Combien de fois on nous a passé des plats sous le nez et on n'a pas su les prendre, les capter, les attraper. Moi, je sais que, évidemment, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois, mais parce qu'au fond de moi, je n'osais pas, je ne me trouvais pas capable, je me disais « Oh, et puis est-ce que c'est vraiment pour moi ?» Vous voyez, c'est tout ça qui vous permet petit à petit de construire cette confiance dans la vie. Et la confiance en soi, elle arrive sans préoccuper. Mais je crois que c'est la confiance en la vie. Dans la confiance en la vie, il y a la confiance aux autres. Hein ? Ça, c'est extrêmement important, je crois. Avancer en confiance. Et bien sûr, il arrive qu'on se prenne les pieds dans le tapis, même en avançant en confiance. Hein ? Mais on se les prend aussi quand on avance en méfiance. Hein ? Mais beaucoup plus. Hein? La défiance, c'est encore pire. Parce que la défiance, ça vous laisse éternellement au bord de la route. Or là, mettez-vous au centre de cette route et vous verrez si cette route est la vôtre. Sinon, vous pouvez changer. Vous voyez ? Il n'y a aucun problème. C'est comme sur une autoroute. Hein. Vous en avez 3, 4 à 5 voies. Vous changez de voie et vous continuez. Perla, est-ce que vous pourriez nous partager quelques-uns de vos rituels que vous avez pour vous ressourcer, des choses qu'on pourrait Oui, vous m'avez s'appliquer. parlé des rituels et de la routine, oui. Je vais parler d'une chose très simple. Les soins de beauté. Appelons-les comme ça. D'accord ? Lorsque on se démaquille, lorsqu'on prend soin de son visage,
ce qui pour moi est absolument essentiel, le plus jeune possible et quotidiennement. Ça, c'est une chose que je ne cesserai de dire. Se nettoyer la peau et nourrir sa peau. Le lait, la lotion, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est le savon de votre peau. Hein, c'est absolument la même chose. Eh bien, si au lieu de prendre ce coton et puis de vous frotter comme ça, vous voyez, en vitesse, parce que vous avez le téléphone portable dans la main, parce que vous avez oublié quelque chose sur le feu et que vous allez courir pour le... Si vous êtes posé, juste posé, ces 4 minutes-là, ces 4 minutes-là, et à faire les bons gestes dans le bon mouvement, parce que la peau nécessite aussi un certain nombre d'attention et de mouvement. Et quand vous finissez ce soin, si vous posez vos 2 mains, comme je le fais là, avec l'une d'entre elles, et que vous ayez une pression pour dire merci, de bienveillance à vous-même, vous voyez, vous sortirez de là, vous aurez une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie. Ça, c'est un rituel. Alors que tous les marchands de cosmétiques appellent ça la routine. C'est quand même incroyable. Partout, on parle de routine de beauté. Non mais c'est tellement antinomique pour moi, les deux. C'est pas possible. Oui. Et merci pour ce joli rituel. Est-ce que vous en avez d'autres ? Je crois que vous méditez chaque jour. Oui. Alors ça, c'est très évidemment, ça c'est le rituel même. Enfin, je veux dire dans son acception propre. Oui, je médite tous les jours, 10 minutes. Et puis depuis quelque temps, j'ai découvert, parce que je marche le matin avec ma petite chienne. Comme j'habite au-dessus du parc Monceau, donc en général, quel que soit le tour qu'on fasse, on retraverse le parc Monceau. Et je me pose mes 2 mains contre un arbre et je médite contre un arbre. Et je trouve qu'effectivement, il y a une énergie. Vous avez certainement lu ce livre miraculeux sur les arbres qui nous a strictement tout appris. Enfin, moi, j'étais à 4000 lieues d'imaginer que les arbres, c'était ça. Et maintenant, je ne les regarde plus de la même façon, mais surtout, je les touche. Et il y a quelque chose qui m'enracine encore plus, vous voyez, effectivement, avec les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles. Et je suis comme ça, mes mains posées sur l'arbre. Ça peut être 3 minutes, ça peut être 4, ça peut être 2, ça peut être... voilà. Et il y a quelque chose, vraiment, ça me fait quelque chose le matin. C'est très important. Super, donc méditation, marche. Oui, méditation, marche, oui, natation quand je peux nager. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est très, très, très cher. Je suis assez poisson. Je suis assez poisson. Mon élément, c'est l'eau. Mais mon mari, c'est la montagne. Et puis, bien sûr, il y a la cuisine. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous partager une recette qui nous mettrait en joie dans la cuisine le dimanche soir ? Ah oui, vous pouvez faire ça. Une recette qui vous mettrait en joie. En ce moment, vous pouvez faire un velouté de cresson. Ça prend pas 15 minutes. Okay. Vous prenez une casserole. Et si vous êtes 4, par exemple, ou 2, vous voulez une recette pour 2 ? Pour 4, c'est très bien. Pour 4, c'est très bien. Alors, si vous êtes 4, vous achetez 4 bouquets de cresson. Ça coûte vraiment pas cher. Vous le lavez très, très bien. Vous coupez les tiges. Vous laissez que les feuilles. Puis, vous prenez une casserole dans laquelle vous mettez très peu d'eau. Vous allez mettre 60... Même pas... oui, c'est ça. Vous allez mettre 60 millilitres d'eau. C'est pas beaucoup, Très peu d'eau. Et vous prenez 2 pommes de terre que vous coupez en dés. Vous les faites bouillir avec du gros sel dans ce peu d'eau. Vous baissez le feu. Et puis, une fois que votre cresson est tout à fait propre, vous mettez le cresson là-dedans. Il va s'affaisser. Vous faites bouillir 1 minute et vous prenez un blender. Vous passez ça avec une petite noix de beurre et vous avez du gazon que vous allez mettre en bol, chaud, magnifique, un verre extraordinaire et un goût merveilleux. Voilà. Merci Perla. Une dernière chose que j'avais envie d'aborder, c'est, vous dites, il faut trouver sa place pour ne pas se tromper de vie. Oui.
Comment est-ce que vous avez réussi à trouver votre place ? Je ne sais pas encore si je l'ai trouvé. Mais je crois que je suis pas loin. Je ne suis pas loin, non. Je plaisante. Mais c'est vrai que trouver ma place a toujours été voilà, une vraie question dans ma vie. Et tant qu'on n'a pas trouvé sa place, on n'est pas tout à fait à l'aise là où on est. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment compris. On n'est pas tout à fait à l'aise, ça veut dire qu'on n'est pas au mieux de ce qu'on pourrait être, ni dans son énergie, ni dans même les résultats que l'on peut investir. Parce que nous sommes tous quand même très pétris de notre éducation, qu'on nous a, et c'est une chance déjà d'avoir une éducation des parents, voilà, des valeurs, et qu'on nous a mis des choses dans la tête, vous voyez, qui devaient être un bon chemin pour nous. Et avant, on les a suivis parce que c'est très fort comme éducation et comme précepte. Et puis, on se rend compte que là-dedans, on ne fait pas des miracles, on n'est pas vraiment au mieux de sa joie ni de sa forme. Et puis petit à petit, on bouge, même sans bouger d'entreprise, ou on fait évoluer son propre métier, par exemple. Moi, j'ai fait ça en rentrant dans la presse et dans la publicité. Quand je suis rentrée à Elle, je ne savais même pas ce que ça voulait dire la publicité, j'avais passé mon temps à faire du droit. Et je suis rentrée là-dedans et avec un œil neuf, on a tous les culots de la terre au début, mais ça ne dure pas longtemps. Ça, c'est comme quand les présidents sont élus, ils ont intérêt dans les 100 premiers jours à faire toutes les réformes, sinon ils sont fichus. Mais là, on a un œil neuf, mais il faut avoir cette confiance dans la vie et de se dire, je ne vais pas avoir peur de dire, dans un magazine comme Elle, où je suis rentrée en 67, je leur ai dit, mais c'est quand même extraordinaire, vous êtes un magazine de mode, vous n'avez pas une seule page de publicité de mode. Comment vous expliquez ça ? Oh, mais enfin, mais vous n'y pensez même pas. Mais ça, c'est nos pages éditoriales, de rédaction. On ne va pas aller demander de l'argent à Monsieur Saint-Laurent. Il n'en est même pas question. Ah bon ? Ben, je vais essayer, moi. Je vais y aller. Et donc, j'y suis allée. Ça ne vous empêche pas de faire toutes les pages que vous voulez, bien sûr, si la collection de Monsieur Saint-Laurent est éblouissante, bien entendu. Mais il importe aussi qu'il puisse nous aider, puisque c'est comme ça qu'on vit. C'est pas avec le prix du journal qu'on peut faire vivre une entreprise. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et il y a petit à petit, et mon métier, ça n'était pas ça. En fait, on me demandait pas ça. On me demandait d'essayer de faire grossir la boîte, mais uniquement en faisant ce que tout le monde faisait. Vous voyez ? Et puis, je ne me sentais pas à l'aise là-dedans. Et puis, petit à petit, j'ai inventé un nouveau métier. Et c'est en inventant ce nouveau métier, vous voyez, que j'ai pu petit à petit trouver ma place. Et ma place en amour aussi, c'était la même chose. Voilà, j'avais des schémas dans la tête que le garçon devait être ceci, cela, machin. Bon. Et il a fallu que je rencontre quelqu'un qui ne répondait à aucun de ces critères que j'avais en tête depuis tellement d'années, vous voyez, pour finalement trouver avec une évidence que ma place était là. Super. Perla, pour clôturer cette interview, cette conversation, on a aussi un petit rituel. Donc, je vais vous inviter à répondre à 4 questions Oui. de manière plutôt courte et rapide. Oui. À quel moment oubliez-vous le temps qui passe ? Tout le temps. Il faut dire que je suis une orientale et j'ai une relation au temps qui est très, très singulière. Je ne pense absolument pas à la mort, avec laquelle je suis mais tout à fait en paix. C'est en tout cas l'impression que j'ai aujourd'hui. Sur mon lit de mort, je ne sais pas dans quel état je serai, mais aujourd'hui, je suis totalement en paix par rapport à ça. Ça peut advenir, voilà, en sortant d'ici, ça peut advenir. Je n'ai pas
le regret de quoi que ce soit dans l'existence. J'ai pu, et en gros, non pas faire ce que je voulais faire parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais juste être dans la joie avec un homme que j'aime et essayer de donner de la joie, de l'écoute et de la disponibilité à ceux que j'aime autour de moi. Et ça, je crois que je ne suis pas très loin d'y arriver. Que croyez-vous avec certitude ? Je crois avec certitude à l'amour entre les humains. Quel poème, roman ou livre est-ce que vous nous recommanderiez ? Le premier qui vous vient à l'esprit. Je dirais certainement Christian Bobin. N'importe lequel de ses livres. Vraiment n'importe lequel. Je dirais Christian Bobin et peut-être je dirais John Didion aussi quand même, qui est pour moi la plus grande écrivaine vivante aux États-Unis. Complétez cette phrase. Le monde a besoin. Je répéterai, le monde a besoin d'amour. Merci Perla. Merci infiniment à vous. Merci. Merci infiniment à Perla Servan-Schreiber pour cette conversation et à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, alors je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Avant de partir, si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec des étoiles sur Apple Podcasts. C'est ce qui m'aide le plus. Pensez aussi à partager le podcast en nous taguant sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram ou Twitter, @wakeup_io et sur mon compte personnel, Anaïs Raux. Ce podcast est une création originale de l'école de développement personnel Wake Up. Retrouvez-nous sur www.wake-up.io. À très vite.